Et ce matin, j'ai le plaisir d'accueillir Lise Haddad et Gérard Rabinovitch qui vont nous présenter le nouveau numéro de la revue Artefact. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Alors, cette revue, c'est son 9e numéro. C'est une revue numérique dont j'avais déjà eu le plaisir de présenter à l'antenne. Lise Haddad, vous en êtes la rédactrice en chef. Gérard Rabinovitch, vous faites partie du conseil des sages de la revue. C'est un numéro donc numérique, je le répète, de 260 pages avec une spécificité, je crois, pour le dernier numéro, puisqu'entre chaque article, on a soit un dessin, soit un mini-texte comme une petite lettre, enfin bref, une illustration et c'est tout à fait passionnant. Est-ce que c'est libre d'accès? Comment on fait pour lire Artefact, Gérard? Il suffit d'être... Alors Gérard, vous allez vous rapprocher. Il suffit d'être dans le réseau pour l'instant, et puis après ça sera accessible par Internet. Pour l'instant, Lise connaît ça mieux que moi, je crois. Il y a quelques milliers de lecteurs quand même. Oui. Ah oui, il y a plusieurs milliers de lecteurs. Nous en sommes à 21 000 lecteurs dans au moins 17 pays. C'est bien. Et tout ça, on le publie sur les réseaux sociaux, Instagram ou Facebook. Et puis, on l'envoie. Donc, il suffit de taper Artefact. Non, pour l'instant, il ne suffit pas de taper Artefact parce qu'on tombe sur autre chose. Mais on va faire un site à partir du mois d'août. Et donc, pour l'instant, on se l'envoie ou bien alors on peut le trouver sur les réseaux sociaux. C'est ça. Oui, c'est un réseau. C'est un réseau un réseau d'amitié et d'intérêt qui fait que les gens se renvoient les numéros. Ça fait beaucoup d'amis. Oui. Alors, ce nouveau numéro, il est consacré au thème du silence. Le silence, les silences, parfois. Pourquoi le choix de cette thématique ? Alors, pour le choix, je voudrais faire avant, Lise, je voudrais faire une petite remarque liminaire. Bien sûr, avec aujourd'hui, plaisir. on est Tisha B'Av. Oui. Et c'est-à-dire le souvenir de la destruction du premier et du second temple. Et puis on doit à Yohanan Ben Zakkai d'avoir inventé le troisième temple. C'est-à-dire un temple de pensée, un temple d'esprit, un peu ce que Imvirol disait quand l'amour de leur Dieu se mêle à leur sang. Hein. Donc il y a un troisième temple. Et ce troisième temple, c'est lui qui est sous l'assaut de ceux qui ne veulent pas entendre ce message-là. Et il me semble que, pourquoi je dis ça, c'est parce que l'initiative de cette revue à Lise Haddad et à Jérôme Rigaudot, c'est après le 7 octobre. Et je pense que le 7 octobre, c'était à nouveau un de ces assauts, toujours contre l'existence juive. Et donc, en rapport avec la destruction des deux temples, c'est ça? Absolument. C'est d'ailleurs, on en avait déjà parlé, je crois, Lise, dans une autre émission qu'on avait fait ailleurs. C'est pour ça que de plus en plus, je pense que le nom de Khorban est encore plus pertinent que celui de Shoah aujourd'hui, parce qu'il s'agit bien d'une tentative de destruction de l'existence juive et de ce qu'elle porte, de ce dont elle témoigne. Et quand Lise et Jérôme ont eu cette initiative... Quand Lise Haddad et Jérôme Rigaudias ont eu cette initiative, c'était une telle initiative de vie, de réparation, que quand ils m'ont invité, moi, personnellement, à venir les rejoindre et contribuer, ça ne pouvait être que salutaire. Salutaire pour chacun d'entre nous et salutaire pour exister dans le débat public. Donc voilà, je voulais dire ça parce que je pense qu'il faut aussi situer l'endroit où se trouve cette revue, quelle est la spiritualité sous-jacente qui l'amène, quoi. Alors, Lise Haddad, je pense que vous êtes en accord avec ce que dit Gérard Rabinovitch. C'est après le 7 octobre que vous avez eu l'idée de cette revue pour les mêmes raisons. Oui, alors c'est après le 7 octobre et les jours qui ont suivi aussi. Et le silence, ça me paraît bien illustrer à la fois... la réduction au silence à laquelle nous avons tous été soumis plus ou moins les uns et les autres, parce que parfois
vraiment soumis à la réduction au silence parce qu'on ne nous laissait plus nous exprimer. Et parfois, on se heurtait à un tel mur d'incompréhension, de refus d'entendre que... Comme les survivants de la Shoah, Gérard a raison. Oui, c'est ça. Qui ne pouvaient pas se faire entendre car l'écoute vis-à-vis de ce qu'ils avaient vécu n'était pas développée à l'époque. Voilà. Et donc, et puis il y a un refus de toute cette violence. Et le silence, ça m'a beaucoup plu comme sujet parce que, et c'est peut-être aussi pour ça que j'ai eu l'idée de mettre des poèmes et des textes pour créer une sorte de respiration, parce qu'il y avait la double dimension de la réduction au silence, et puis du silence créatif, silence de mort et silence de vie, le silence qui permet de se ressourcer, le silence qui permet d'écouter, le silence qui permet de réparer, et en même temps, le silence contre lequel il faut lutter, c'est-à-dire d'essayer d'étouffer toute parole. Et j'ai trouvé que cette double dimension était, elle est illustrée à peu près dans tous les articles, qui pourtant prennent le sujet de façon très, très différente. Bien sûr. Je voudrais ajouter une chose, c'est que Gérard en dehors plus du silence, parce que tous les numéros tels qu'ils se construisent à l'initiative donc de Lisa Dad et Jérôme, c'est des thèmes. Et ils lancent des thèmes et puis des auteurs viennent recevoir ce thème et le restituer à leur façon, la façon dont ils l'ont. Donc c'est un espèce de tikkun, hein, tout à fait. C'est-à-dire une réparation de soi et dans le travail de réparation du monde qu'on sait que c'est une convocation de l'éthique juive. Mais il y a autre chose aussi qui est dans la revue et à laquelle vient de faire allusion Lise, c'est que tous les styles en fait littéraires sont requis et sont accueillis. Ça peut être un témoignage, ça peut être une poésie comme elle l'a dit, ça peut être un texte de pensée philosophique, ça peut être un témoignage ou une interprétation psychanalytique. C'est-à-dire que il n'y a pas là une volonté de maîtrise ou d'enfermement académique et même je dirais idéologique. Alors j'ai vu qu'il n'y avait pas que des textes en français. Oui, c'est l'idée, c'était de laisser plusieurs langages s'exprimer. Nous avons eu des textes en italien, beaucoup de textes en italien, parce que nous avons un petit réseau italien. Et puis, sympa, c'est bien. C'est sympa, oui. Ouais. Et puis en Italie, il y a de quoi faire aussi sur le silence qui est imposé à propos du 7 octobre. Oui. Et puis, il y a des textes en hébreu, et puis des textes sont accueillis dans différentes langues, des textes en anglais aussi. Et nous aimerions plus, mais il faudrait que nous adaptions nos outils de façon à ce que les textes puissent être traduits, parce que là, on ne peut pas les traduire. Bah oui, j'ai très vite laissé tomber, parlant pas l'italien. Je me suis dit, il faut que je leur en parle, parce que là, je n'arrive pas. Le texte de David Gerbi est traduit, par exemple. Il y a le texte en italien et son texte en français, mais la revue faisant déjà plus de 200 pages, chaque numéro faisant plus de 200 pages, si nous nous mettons à traduire, ça va être infini, quoi. Bien sûr. Alors, justement, on en parlait tout à l'heure, on va le dire hors antenne. Il y a par exemple un texte de Patrick Anidjar sur les voix juives qu'on veut faire taire. Or, cet article est sorti avant l'agression dont la DJ Barbara Butch a fait l'objet et on est en plein dans l'actualité, qu'on le veuille ou non. Alors, il y avait eu des antécédents, évidemment, mais là, c'est encore plus criant, si j'ose dire, pour un silence, pour des voix juives qu'on fait taire. Oui, la réduction au silence, elle est partout. Il y a eu des philosophes qui ont été à qui on a refusé de faire leurs conférences. Oui, bien sûr. Il y a eu d'autres artistes. Il y a eu le chef d'orchestre de l'orchestre philharmonique. Bien sûr, oui. Israélien. Il y a que ce soit des Français, que ce soit des Français juifs, que ce soit des Israéliens, quelle que soit leur position politique, ils sont réduits au silence. Oui. Et c'est extrêmement violent, je trouve. C'est très, très violent. C'est très violent. Et ce que j'ai beaucoup aimé dans l'article de Patrick Anidjar, c'est qu'à la fois, il utilise le silence
enfin, avec cette formule très, très frappante de son titre d'article qui est « Tais-toi Israël », c'est-à-dire qu'il y a à la fois la reprise inversée du « Écoute Israël » du Shema Israël, et donc le silence fécond, le silence de celui qui écoute, oui. et puis le silence imposé par une sorte de bruit généralisé où il n'y a plus d'écoute du tout. Il n'y a plus la possibilité d'écoute et même de s'écouter soi-même. Bien sûr. Voilà. Bien sûr. Alors, ce numéro est donc, comme on l'a compris, très riche. On vient de parler de Patrick Anidjar, également Sarah Voido. Sarah Vaïda. Ah, Vaïda, pardon. Sarah Vaïda, oui, qui est écrivain. Oui. Et j'ai beaucoup aimé son texte aussi parce qu'elle parle du silence de la piscine sous l'eau où on peut se ressourcer justement et on échappe à ce bruit assourdissant pour retrouver un bruit interne, pour retrouver l'inspiration. Il y a plusieurs textes sur la musique aussi parce que ce sont des musiciens aussi. Jérôme Rigodias étant pianiste, il a tout un réseau de musiciens qui participent. Bien sûr. Et donc, et la musique se construit sur le silence, évidemment. Évidemment. Voilà, donc l'architecture du silence est vraiment explorée dans différents articles de Frédéric Chasles. Guy Konopnicki aussi, qui avait été notre invité pour la revue la dernière fois, et qui écrit, mais c'est un texte qui est un peu connu de lui. Alors, il avait écrit un livre sur le silence. Oui, il avait écrit un livre, oui. Et il reprend cette idée voilà. Le silence des villes. Alors, moi, ma rue est très bruyante, j'ai pas remarqué que c'était silencieux, mais les bruits de vie ont disparu. Les bruits des petits commerces, les bruits des échanges, les bruits des cafés. Tout ça est assourdi par un bruit plus violent encore, en fait. Oui, c'est vrai. C'est ça. Et c'est ce bruit-là qui crée un silence. Tout à fait. Oui. Alors, Gérard Rabinovitch, dans ce numéro... Dans ce numéro, je n'ai pas contribué. C'était mon silence à moi. Pourquoi, en fait? Comment est-ce que vous analysez je suis à la fois débordé de travail et je n'ai pas nécessité ou opportunité d'être pertinent sur chaque thème qui sont... et je viens parler quand j'ai quelque chose... Mais la revue vous tient à cœur, vous choisissez le sujet. Oui. Qu'est-ce que vous Moi, je ne choisis pas les sujets, c'est Lise et Jérôme qui choisissent les thématiques. Mais qu'est-ce que vous pourriez nous dire, vous, justement, sur le silence? Vous y avez pensé? À ce que vous auriez pu écrire? Non, j'ai pas réfléchi à ce sujet. C'est pourquoi j'y ai pas contribué. D'accord. Par contre, d'autres ont contribué. Il y a aussi Gabriela Madescu. Alors, racontez-nous. Alors, Gabriela, moi, j'ai trouvé que c'était prodigieux. Elle fait toujours des articles magnifiques. Mais là, c'était sur un sujet très, très important qui était Paul Celan. Et Paul Celan, dans sa réponse, d'une certaine manière, à Adorno, dans l'écho qu'il apporte à Adorno. Parce que Adorno évoque l'impossibilité d'écrire des poèmes après la Shoah, non pas d'écrire des poèmes dans l'absolu, ce qui serait absurde, mais dans la barbarie de faire comme si la Shoah n'avait pas existé et comme si cette culture qui s'est construite et qui est arrivée quand même à la Shoah pouvait continuer sans obstacle. Or, Paul Celan essaye de répondre à ça en réécrivant une poésie qui donne sa place au silence qui a été imposé, qui donne une forme au silence, à un vrai silence qui est le silence de ceux qui sont morts, de ceux qui n'ont plus la voix, et ce silence-là, il doit être entendu. Et je trouve qu'elle a très bien exprimé, mais peut-être que Ravi, il le dirait mieux. À travers tous vos articles, moi, ça m'a fait penser au silence du yiddish après la guerre. Cette langue qui, très vite, de par la disparition de ses locuteurs, de fait n'a plus été parlé ou beaucoup moins, et dont l'énonciation même du yiddish va en dégringolant avec le temps qui passe. C'est un phénomène naturel, si j'ose dire. Gérard? Non, ce que vous venez de dire, Lise, c'est exactement le mécanisme même de la contribution à l'ouvrage, de la revue. C'est-à-dire que vous avez entendu silence et vous l'avez entendu par là. Et c'est exactement le mécanisme même de la créativité de l'ouvrage. Chacun reçoit le mot dans son cœur, dans son âme, dans sa spiritualité et le restitue et est bienvenu et accueilli. C'est une espèce de plateforme artefact. Tout une plateforme de
réparation du monde, j'ai déjà dit. Et qui fait penser et réfléchir. Voilà, c'est ça. Fait beaucoup et, réfléchir. Vous auriez pu tout à fait y contribuer à cette occasion sur ce sujet. Oui, bien sûr. Exactement, mais du reste, dans un des numéros qui était sur les identités culturelles, Yevgeny Kissine expliquait pourquoi il a écrit en yiddish. Bien sûr. Moi, je lui avais posé la question. Je rappelle qu'il a été lauréat du prix Max Kuckerman pour le yiddish. Ça a étonné beaucoup de monde, mais il écrit magnifiquement en yiddish. Il écrit très bien, et quand je lui ai posé la question, je lui ai dit, mais vous devez écrire merveilleusement en russe, et vous avez été élevé dedans, et dans la musique russe qui vous est si chère, etc. Il m'a dit, la poésie russe n'a pas besoin de moi, mais la langue yiddish a besoin de moi, parce que plus personne ne la parle, et que j'ai beaucoup de choses à dire qui ne peuvent être dites que dans cette langue. Ouais, c'est très beau. C'est vrai. Alors, justement, j'en profite. On peut retrouver les anciens numéros d'Artefact. Ils apparaissent chaque fois qu'on regarde un numéro. Dans le fond, il y a tous les autres numéros, donc on peut les. Oui, j'ai vu ça. On peut les consulter. Tous sont consultables. Hein, on peut circuler et s'y retrouver dedans. Alors, dans ce numéro, l'inénarrable Antoine Chéreau, dont j'adore les dessins et que j'ai reçu plusieurs fois à ce même micro, et qui est lui aussi en plein dans la thématique. Oui, Antoine Chéreau, il apporte toujours une petite touche d'humour et une petite mise à distance. Voilà, un petit recul, mais juste ce qu'il faut. Daniela Pinkstein, dont le dernier roman Avatar est tout à fait passionnant et que j'ai reçu également. Oui. Je voulais que ça apparaisse, et elle a eu aussi, non seulement elle a eu cet entretien où elle mêle toute une pensée juive à une actualité. Je trouve qu'elle fait ça, les choses très très poétiquement, et puis les illustrations de Ringer étaient magnifiques aussi. Je lui ai été très reconnaissante aussi d'avoir pu les mettre dans la revue. Mais je voudrais revenir aussi sur le fait que dans Silence, il nous a paru important dans la structure d'encadrer les articles par le rapport Silence No More, parce que c'était justement une façon de mettre en lumière toutes les violences qui avaient été faites au moment du 7 octobre. Or, ce rapport a été complètement passé sous silence et effacé. Personne ne l'a repris. Le New York Times a cru bon d'évoquer des viols de prisonniers palestiniens et de créer une polémique qui a complètement étouffé la sortie, par exemple, de Silence No More. Et de conclure par un très beau film de Jessica Vaturi Dembo, qui n'a jamais trouvé de distributeur, et qui s'appelle Heartbreak, et qui évoque par une alternance de mimes, donc d'esthétique du silence et de témoignages, ce qui s'est passé le 7 octobre. Bien sûr. Et elle-même, elle est réduite au silence. Donc cette double dimension du silence créatif, du silence accueillant, elle parle d'hospitalité du silence, que je trouve une très très belle expression, et en même temps de la réduction au silence. Et ce cadre-là me paraît assez important, avec aussi ces respirations poétiques qui permettent toujours d'aller quelque part ailleurs. Bien sûr. Oui. Alors, le silence, le rôle du silence comme écoute et comme accueil, c'est ce qu'on ressent à la lecture de la revue, parce qu'en fait, en évoquant ce thème, paradoxalement, vous permettez qu'on en sorte de ce silence. Oui, c'est ça. Et on garde la dimension créative, et on garde la dimension d'ouverture et de faire entendre ce qu'on n'entend jamais. Donc, il y a évidemment les victimes du 7 octobre, mais il y a aussi, par exemple, les malades en fin de vie. J'ai trouvé ça très, très important. Il y a Frédéric Chaudier qui a fait un film qui s'appelle Les yeux ouverts, qui se passe dans un centre de soins palliatifs, où on entend ces gens qu'on n'écoute plus. Parce que quand ils sont dans des centres de soins palliatifs, d'une certaine manière, on a déjà effacé leur existence. Et à l'intérieur, parmi ces malades, il a choisi ceux qui étaient post-relationnels, qui pouvaient plus s'exprimer, qui s'exprimaient plus qu'avec des mouvements d'iris, et qui continuent à parler, et qui continuent à dire, avec les moyens qui sont les leurs, nous n'avons pas changé, plus personne ne nous voit, mais nous sommes toujours là. Et ça, je trouve que c'est un élément très important, et ça aussi, ça pourrait être le cœur de la revue. C'est-à-dire de faire entendre quelque chose qui est toujours là, qui a une présence, qui a une créativité. C'est le Mirza Enendo en yiddish. Voilà, et puis qu'on nous réduit au silence et à l'effacement. Oui. Voilà.
Mais alors en même temps, on essaye de faire ce travail-là de réparation. Mais comme dans l'histoire des vases brisés, d'ailleurs, Walter Benjamin avait une belle définition de ça sur un grand texte qu'il avait fait sur la traduction et les traductions, le rôle du traducteur. Même si on recolle les morceaux brisés du vase de l'après 7 octobre, pas sûr que toutes les pièces se rapportent bien les unes aux autres dans leur construction, mais surtout il restera les cicatrices. C'est-à-dire qu'elle reste ineffaçable. Oui, comme à chaque fois. Voilà. Il reste les cicatrices. Et c'est aussi, la revue, c'est aussi cet endroit-là. Oui. C'est un travail cicatriciel en même temps et de créativité et de vie relancée. Et c'est cette âme-là que je trouve qui est dont je suis très reconnaissant à l'initiative de Lise et de Jérôme de l'avoir lancée. Et je crois que c'est tous les gens qui s'agrègent pour y écrire, les uns après les autres, ils trouvent là cet espace nécessaire. Sûr. Tout à fait. Et le lecteur et les lecteurs et lectrices également. Des projets, Lise Haddad, pour la rentrée ? Oui, alors là, nous sommes en train de terminer un numéro sur mémoire, justement peut-être un peu en lien avec Tisha B'Av aussi, mais sur la mémoire à la fois individuelle et la mémoire collective et les croisements de mémoire et la formation d'identité par la mémoire. Et ensuite, il y aura un numéro dirigé par Gérard Rabinovitch, qui est rédacteur en chef invité sur l'humour. Oui. Ah ben voilà. Oui. Parce que quand même, il faut je vous ai présenté comme au Conseil des sages, mais c'est vrai que vous avez également des livres, dont le livre sur l'humour qui a fait beaucoup parler de lui quand il est sorti. Bravo, d'ailleurs. Ça fait partie de la sagesse, hein, l'humour. Ouais. Bah, ça va nous faire du bien, voilà. Tout ça, alors. Hein. Et puis, ensuite, un numéro sur la résistance. Et puis après, on aura clôturé un an, parce que le premier numéro est sorti le 7 octobre. Et donc, le 7 octobre, on veut sortir le numéro sur la résistance. Oui. Et puis après, bon, nous continuerons, mais il y aura un tout qui sera formé par ces C'est une revue qui se construit élégamment aussi, il faut dire. C'est-à-dire qu'il y a une espèce de bricolage de vie et d'élégance dans les textes, dans l'écriture de ces textes, dans le montage qu'il y a original lié au fait que c'est en ligne. C'est-à-dire que ça permet de faire des liens vidéo, ça permet de mettre des morceaux de musique, ça permet de mettre des séquences de conférences, en plus des textes écrits. Mais il y a aussi un habillage graphique qui est très joli, je trouve, qui est... Tout à fait esthétique. Oui. L'esthétique, c'est important. Oui. Dans cette revue Artefact, on la trouve sur les réseaux, un site en construction qui sort à la rentrée. Lise Haddad, Gérard Rabinovitch, merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin pour ce 9e numéro. On attend la suite. Au revoir, merci. Merci.